Salut les polyglottes, dans cette vidéo on va parler du syndrome de l'imposteur, qui est un sujet qui est très important parce qu'il relève du mental, de la psychologie, et vous savez que la psychologie pour apprendre une langue c'est essentiel parce que c'est vraiment le terreau sur lequel vous allez faire grandir vos compétences. Ensuite, parce que même si le terme de syndrome est un peu galvaudé parce qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un syndrome médical, c'est quand même un phénomène qui touche, selon certaines études, jusqu'à 70% de la population de manière plus ou moins grave. Donc ça peut avoir des effets négatifs sur votre apprentissage qu'on va voir, et il y a fort à parier que vous ayez déjà ressenti ce syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre. Avant toute chose, de quoi s'agit-il ? Le syndrome de l'imposteur a été mis en évidence par deux chercheuses américaines qui s'appellent Pauline Rose Clance et Susan Himes dans un article de 1978. Donc ça ne date pas à dire. Et cet article concernait le phénomène de l'imposteur. D'ailleurs, c'est très intéressant de noter que dans le titre de l'article, il ne s'agit pas d'un syndrome mais d'un phénomène chez des femmes à succès. Parce que les deux chercheuses ont suivi un certain nombre de femmes qui avaient atteint un statut social relativement élevé. Par exemple, qui avaient des responsabilités dans une entreprise, qui avaient eu un certain succès académique ou autre. Et en posant la question aux pairs de ces femmes, donc pairs P-A-I-R-S, par exemple à leurs collègues, leurs subalternes, la réponse était généralement unanime. Ces femmes avaient les compétences pour être au poste qu'elles occupaient, elles avaient tout ce qu'il fallait pour mener à bien les tâches qu'on leur confiait. A l'inverse, quand on demandait aux intéressées elles-mêmes, quand on interrogeait ces femmes, eh bien, presque toujours, elles allaient dire qu'elles n'avaient pas les compétences réellement qu'on leur prêtait, c'est-à-dire qu'elles avaient la sensation de n'être pas totalement à la hauteur, et que si elles en étaient arrivées là, c'était moins grâce à leurs compétences, moins grâce à leur travail, à la qualité de ce qu'elles produisaient, mais plutôt par une sorte de coup de chance, par une circonstance de heureux hasard qui les avait amenées là, mais qui aurait très bien pu amener une toute autre personne au poste qu'elles occupaient. Et c'est cette dissonance entre, d'un côté, la manière dont on vous perçoit et la manière dont vous vous percevez qui va créer ce syndrome de l'imposteur. Parce que vous allez partir du principe que les gens vous prêtent des compétences élevées, mais qu'en réalité, vous avez plutôt des compétences basses. Donc, par exemple, par rapport à l'apprentissage d'une langue. Et vous vivez dans la peur constante qu'on vous démasque. Parce que c'est ça le problème d'un imposteur, c'est qu'il occupe une place qu'il n'est pas censé occuper pour gagner quelque chose, généralement. Et si jamais il est démasqué, ça va très, très mal se passer pour lui. Par exemple, un espion dans un pays étranger, s'il se fait démasquer, généralement, ça va barder pour son matricule et ça peut avoir des conséquences très graves. Je vous rassure, ce n'est pas le cas avec le syndrome de l'imposteur, mais c'est malgré tout le même principe. Vous avez une peur bleue qu'on se rende compte que votre niveau dans une langue n'est pas à la hauteur, qu'il s'agisse d'élocuteurs natifs qui ne vous comprennent pas et vous le font savoir, ou alors de vos proches qui vous disent « Ah, mais je pensais que tu avais un bon niveau dans cette langue, mais tu n'as pas l'air de la parler, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça vous terrifie. Vous avez une peur bleue d'être démasqué, et forcément vous allez moins pratiquer parce que vous allez avoir peur qu'on vous voit tel que vous êtes vraiment, enfin tel que vous pensez être vraiment, et donc vous allez moins progresser. Ça va avoir trois conséquences. Concrètement, sur votre apprentissage, ça va d'abord vous amener à mal évaluer votre niveau, ce qui est en apparence anodin. On peut se dire, bon, si je pense avoir un niveau inférieur à celui que j'ai réellement, c'est pas très grave. En fait, j'ai même du bonus. Eh bien si, c'est grave. Parce que, on l'a vu dans une précédente vidéo sur l'effet Dunning-Kruger, où cette fois on va surestimer son niveau par rapport à son niveau réel. Eh bien là, de la même façon que vous sous-évaluez ou surévaluez votre niveau, eh bien, vous allez, par exemple, choisir des ressources, vous fixer des objectifs qui ne seront pas adaptés. Si vous pensez avoir un niveau beaucoup plus bas que celui que vous avez, généralement, vous allez tourner en rond. Ensuite, ça va être le stress permanent, qui va vous amener à moins pratiquer, comme on a dit, aussi à avoir toujours peur. Et dans le stress, il est prouvé que le cerveau retient moins d'informations, donc vous allez avoir une capacité d'apprentissage dans un milieu psychologique, si on veut, qui va être très négatif et vous allez forcément moins bien apprendre. Et ensuite, dans l'étude concernée, les chercheuses ont pu remarquer que les personnes atteintes d'un phénomène, d'un syndrome de l'imposteur, avaient tendance à ne pas donner leur plein potentiel, ce qui est logique. Parce que si vous pensez que vous avez un niveau assez bas, vous vous dites que vous n'allez pas pouvoir atteindre grand-chose.
Parce que bon, pour prétendre à des résultats élevés, il faut le niveau qui va avec. Et si vous pensez ne pas avoir ce niveau, vous allez rester sur des objectifs assez modestes. On revient sur les objectifs dans l'apprentissage. Et vous allez, par exemple, tourner en rond sur des ressources qui sont beaucoup trop bébés pour vous, mais parce que vous pensez encore en avoir besoin. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je remarque chez beaucoup d'apprenants. C'est le fait de rester bloqué sur des choses, de tourner en rond et de ne pas oser passer à la suite. De rester dans une sorte de zone de confort qui va être un peu douillette, qui va être très confortable, mais qui va être ruineuse pour votre apprentissage. Et l'autre problème qui est très dangereux pour vous, c'est que vu que vous avez l'impression que chacune de vos petites victoires, que tous vos succès avec cette langue sont dus uniquement à un peu de bol, à une perception erronée qu'ont les gens de votre niveau, eh bien vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Ce cercle vicieux, c'est tout simplement que vous allez avoir l'impression que chaque petite victoire est imméritée et que les gens ont des attentes de plus en plus démesurées par rapport à votre niveau. Et quand la vérité éclatera, ça va faire très mal. Et dans l'étude, il est aussi noté que généralement, face à une tâche, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur vont avoir 2 réactions négatives. La première, c'est la surpréparation, c'est-à-dire en faire beaucoup trop, se blinder. Et ça, on le voit par exemple avec les gens qui recherchent à s'entourer de ressources, comme d'une sorte de bouclier contre l'échec. Et plus on a de ressources, plus on est protégé. Alors que généralement, plus on a de ressources, plus on perd son temps. Et je vous donne en mille, quand les personnes réussissaient une tâche, elles avaient l'impression que leur réussite était due à leur préparation. Elles se disaient, bon, de toute façon, j'étais paré à toute éventualité, j'ai réussi. Ce qui est très bien, mais ces personnes auraient peut-être pu gagner du temps en passant moins de temps à se préparer. Et l'autre réaction négative, c'est la procrastination, que vous connaissez sans doute, le fait de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. C'est-à-dire, si vous ne vous sentez pas à la hauteur pour une tâche, vous allez repousser l'échéance le plus possible, et quand la date limite commence à se rapprocher, eh bien vous allez vous y mettre et vous allez travailler pour réussir. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui avaient réussi à atteindre leurs objectifs après avoir procrastiné, généralement disaient avoir eu un coup de chance, c'est-à-dire qu'elles avaient réussi de justesse, que c'était vraiment sur le fil du rasoir, que cette fois c'était passé, mais que les prochaines fois, ça allait finir un jour par les rattraper. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet pour moi avec le syndrome de l'imposteur, c'est cette bulle qui va enfler, et vous allez avoir l'impression que ça ne va pas pouvoir durer éternellement et que vous allez le payer très cher. À présent qu'on a vu ce qu'était le syndrome de l'imposteur, comment y remédier ? Que faire pour vous en débarrasser et apprendre les langues de manière plus sereine ? La première chose à faire, c'est de souffler un peu, de vous dire que ce n'est pas si grave, que même si un jour vous prenez une remarque d'un locuteur natif ou de quelqu'un qui parle la langue, c'est pas agréable, ça fait pas plaisir, ça fait du mal à l'ego, mais on y survit très bien. Et à part si, je sais pas, vous vous faites passer pour un traducteur-interprète et que vous faites embaucher à l'ONU pour traduire, interpréter dans une langue que vous ne maîtrisez absolument pas. Bon, d'ailleurs, si c'est le cas, chapeau, parce que vous avez déjà une compétence en dissimulation. Oui, là, vous aurez peut-être des problèmes, mais dans le reste des cas, franchement, il ne pourra rien vous arriver de grave. Donc, modérez vos attentes par rapport à ça. Voilà, si jamais quelqu'un considère que vous n'avez pas le niveau qu'il pensait que vous aviez, ce n'est pas la fin du monde, personne ne va en mourir. Alors, de manière plus concrète, la première chose à faire, c'est d'évaluer votre niveau de manière plus objective que simplement avoir l'impression de... Non. Cherchez par exemple une échelle comme celle du CECR, dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui vous permet, selon plusieurs compétences, parler, lire, écouter, écrire la langue. Là, ça va vous permettre de vous positionner par rapport à vos compétences, de bien savoir où vous en êtes. Bon, bien sûr, on peut pondérer, par exemple, si vous pensez que le verre est à moitié vide ou à moitié plein, vous avez plus ou moins surévalué ou sous-évalué votre niveau, mais ce n'est pas grave. Vous aurez quand même de cette manière une vision beaucoup plus claire que simplement en restant dans l'impression. L'autre stratégie consiste à rechercher les critiques, que ce soit des locuteurs natifs ou éventuellement des personnes qui parlent cette langue mieux que vous. Ce n'est pas toujours agréable, mais parfois il vaut mieux une volée de bois vert d'une personne sévère mais juste, qui va vous dire bon bah là t'as fait une faute, là ça va bien prononcer, mais au moins ça vous donne quelque chose sur lequel vous appuyez pour progresser, plutôt que quelqu'un qui est très complaisant et qui ne va jamais corriger vos erreurs. D'ailleurs, profitez-en pour aller le rechercher auprès par exemple de vos amis locuteurs natifs, leur dire que vous cherchez des corrections, qu'il ne faut pas hésiter à vous dire si vous faites des fautes, que c'est pour votre bien.
Parfois, il y a des gens qui sont plutôt... C'est pas qu'ils sont complaisants, mais c'est qu'ils ne sont pas forcément très durs, dans le sens où ils sont gentils, ils se disent « c'est pas grave tant qu'on comprend » ou autre, mais vous voulez progresser et atteindre un niveau très élevé. La troisième stratégie, c'est ensuite de pratiquer, de progresser. Enfin, voilà, c'est bête parce que ça touche pas vraiment le problème. Malgré tout, si vous vous libérez l'esprit de tout ça, vous allez forcément faire des progrès dans votre langue cible et un jour ou l'autre être mis devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une situation où vous êtes démasqué, on vous dit « Ah, mais tu parles pas la langue » et là que la foule en furie sort les fourches et les torches pour aller vous lyncher un arbre. Non, tout simplement, vous allez vous rendre compte. Par exemple, vous arrivez à tenir une conversation d'1 heure avec des gens que vous avez rencontrés dans le pays. Eh bien, j'arrive à parler en fait. Finalement, je m'en sors pas si mal. Et là, vous allez pouvoir valider, remporter des petites victoires. Et ces petites victoires, vous ne pourrez pas les attribuer à de la chance, à un coup de bol, mais simplement, vu que vous avez quelque chose de palpable, de concret, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est grâce à votre travail sérieux, grâce à toute l'énergie que vous avez pu mettre, grâce à ce petit sacrifice que vous avez pu faire pendant des mois, voire des années, et ainsi vous avez pu progresser dans votre langue cible. Voilà, c'était sur le syndrome de l'imposteur. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous l'avez ressenti, si vous le ressentez encore maintenant, comment vous avez pu y faire face, c'est toujours très intéressant. Moi personnellement, j'ai pu le ressentir, par exemple à un moment dans mes études, j'avais passé un examen pour lequel j'avais travaillé au tout dernier moment, et je m'étais dit... je vais pas y arriver cette fois, enfin ça c'est toujours moi, je fais tout au dernier moment, cette fois c'est bon, ça a fini par me rattraper, ça pouvait pas continuer éternellement. Voilà, encore une fois, on est en plein là-dedans, je me reconnais en plein dans ce phénomène. Sauf que cette fois, en fait, j'avais réussi cet examen, donc peut-être que j'avais mieux travaillé que je le pensais. Mais voilà, à n'importe quel moment, on peut être victime du syndrome de l'imposteur, c'est pas une honte, c'est pas une maladie, c'est simplement un état qui peut être passager ou durable, et il faut savoir y faire face. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce si vous voulez m'aider à référencer ma chaîne. Vous pouvez bien sûr aussi télécharger ma mini-formation gratuite 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Salut!